Surmonter le doute par soi-même, voilà le titre de l'enregistrement que je produis en ce 4 avril de l'année 2022. Donc, avant de débuter à proprement dit, je tiens à remercier particulièrement les gens qui, au fil des semaines, au fil des mois et des années, ont fait parvenir des contributions financières. Donc, et si ça vous intéresse d'en parvenir une, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour le faire. Vous allez retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. C'est sûr que les gens qui s'intéressent, vous pouvez procéder par PayPal et également Eterac, qui sont des moyens sécurisés sur le web pour faire parvenir des contributions financières. Bon, c'est sûr que j'observe en ce début d'année 2022 que dans cette période d'inflation, d'augmentation du coût de la vie, de l'alimentation, du carburant, des biens de consommation, qui est importante. Bon, j'ai eu moins de contributions financières là, dans les dernières semaines. Par contre, bon, je comprends que des gens qui arrivent d'une manière plus serrée, hein, avec tout l'essence, l'alimentation, il y a le coût de l'habitation aussi qui augmente. Je sais que c'est moins évident. Par contre, s'il y en a qui ont les moyens et qui sont intéressés, eh bien, c'est toujours possible de me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient particulièrement le fait que je rende disponible au public plusieurs centaines, au-dessus de 500 enregistrements que j'ai produits au fil des ans, donc vous en avez pour plusieurs heures, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Sinon, pour ce qui est des petites annonces en début d'enregistrement, je tiens à vous mentionner que j'ai réalisé hier une entrevue avec Mona, où j'ai abordé différents sujets. On a parlé notamment là, de sujets, en fait, mais seulement sur Odyssey. Donc, c'est une entrevue qui dure environ 2h30. Et pour l'écouter en totalité, eh bien, il faut aller sur ma chaîne Odyssey, qui est un espace propice à la liberté d'expression, où on a parlé librement là, en lien avec la crise sanitaire, les injections. On a parlé aussi de qu'est-ce qui se passe là en lien avec le conflit qui implique l'Ukraine et la Russie présentement. Donc, on a abordé des nouvelles à caractère international, géopolitique, et aussi les jeux de force entre autres, les gens qui sont nationalistes, et on pense à Trump et Poutine, et également les gens qui sont mondialistes. Donc, qui veulent qu'il y ait une mondialisation de l'humanité pour éventuellement que chaque être humain à la surface de la Terre ait une identité numérique. On va parler naturellement là, des gens qui vont œuvrer pour le Forum économique mondial, dont Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, en est une recrue, comme plusieurs personnes influentes là, en politique. Et l'agenda du Forum économique mondial, c'est d'accomplir la 4e révolution industrielle, donc qui est en lien avec la révolution numérique. Donc, dans le passé, une révolution lorsqu'on a découvert la vapeur, qui a été utilisée, entre autres, pour nous permettre de nous déplacer avec des trains dans l'entreprise aussi, la révolution de l'électricité, de l'apparition de l'ordinateur. Mais là, il y a une autre révolution qui se déroule présentement et qui est entamée en relation avec le développement de l'intelligence artificielle et d'une volonté de fusionner le biologique à l'identité numérique. Donc, c'est une révolution qui est en cours, et l'agenda mondialiste en relation avec des forces technocratiques, ça a amené chaque être humain sur la Terre à être doté d'une identité numérique pour que chaque être humain soit traçable comme les objets avec des codes barres. Bon, ça c'est pour vous mentionner. Donc, l'entrevue au complet avec Mona que j'ai faite récemment est sur Odyssey.
Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne Odyssey parce que vous allez pouvoir y retrouver des contenus exclusifs que vous ne retrouverez pas là, sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ça. Et là, je vais aborder le sujet que je veux traiter, c'est-à-dire l'importance de surmonter le doute, parce que c'est fondamental. Et en relation avec ça, je vous mentionnerai que pour être transparent avec vous, dans les derniers jours, en tant qu'égo, j'ai vécu du doute par rapport à certaines expériences à caractère paranormal que j'ai vécues depuis le début de mon enfance. Des fois, j'essaye avec mon intellect de trouver des explications rationnelles, logiques, et je ne réussis pas toujours à en trouver, là, naturellement, pour démystifier certains phénomènes que j'ai vécus ou des gens aussi de mon environnement. Et j'ai écouté, si ça intéresse parmi vous, il y a une série de vidéos qui sont en relation avec, ça s'appelle Survivre à la mort. Donc, c'est une série documentaire en plusieurs épisodes et on aborde différents éléments en lien avec ce qu'on va appeler le paranormal, ce qui dépasse la normalité ou le commun ou le quotidien de la plupart des gens. Donc, on parle d'expériences de mort imminente, de médiumnité, de communication après la mort, de vision. Et aussi le témoignage de gens qui disent se rappeler de vies antérieures. Donc, cette série d'épisodes par rapport au documentaire, en fait, la série documentaire qui s'intitule « Survivre à la mort », c'est sur Netflix. Donc, ça s'adresse ici, là, s'il y en a parmi vous qui sont abonnés là, à Netflix. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. On aborde certains éléments d'une perspective scientifique pour démystifier certaines choses, mais en même temps, on présente, c'est sûr, la perspective des témoins ou les expériencieurs ou les gens qui ont vécu des choses. Et dans les derniers jours, ben, c'est ça, en tant qu'égo, j'ai vécu du doute par rapport à certaines expériences que j'ai vécues et la communication même interne que je vis par rapport à mon esprit au fil des ans. Et si je vis ça, ben, c'est sans doute le cas par rapport à certaines personnes d'entre vous. Et c'est drôle parce que quand que je vivais du doute, puis je cherchais des explications à certains phénomènes que j'ai vécus au fil des ans, puis aussi que j'ai entendu parler à travers cette série d'épisodes, eh bien, j'ai reçu un message sur Facebook de quelqu'un qui dit vivre une forme de communication interne, qui reçoit de l'information. Et lui, ce qu'il voulait que je fasse avec lui, c'est que je valide certaines choses, que je confirme certains éléments. Et là, c'est intéressant ce qui s'est passé. Parce qu'un message comme ça, bon, des fois, il y a des gens qui me demandent de corroborer certains éléments, mais là, ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas eu. C'est correct. Et je suis pas intéressé en passant à jouer ce rôle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je vivais une période plus de doute en tant qu'égo, et j'écoutais ces documentaires-là, et curieusement, j'ai un message de quelqu'un qui vit du doute. Et l'essence du propos que je réponds à la personne sur Facebook vise à neutraliser le doute. Et ce que j'y réponds par rapport à sa communication interne, puis l'authenticité du contact avec sa source, son esprit, puis là, la personne a peur de ce que je percevais, de se faire fourrer, de se faire avoir par l'astral, manipuler. Comment être sûr que c'est bel et bien réel ce qu'on vit quelque part, qu'on n'est pas manipulé? C'est sûr que la réponse que j'y ai donnée, c'est que, dans le fond, il est important de savoir par soi-même, et c'est vibratoire et c'est individuel. Puis là, j'ai expliqué que j'infirme ou que je confirme ce qu'il me mentionne en tant qu'information. Ça fait juste, dans le fond, en sorte que il ne sait pas par lui-même, puis à ce moment-là, il se réfère à moi, puis je deviens une source extérieure à lui qui va servir à éliminer du doute. Mais s'il n'élimine pas le doute par lui-même, il n'est pas autonome, donc il n'est pas dans son savoir. Et comme j'ai expliqué, j'ai dit moi-même, ça m'arrive de douter d'expériences de communication interne.
Puis, au fil du temps, ce que j'ai réalisé, c'est que de me référer aux autres m'a jamais apporté une satisfaction totale et de la paix de l'esprit. La preuve, on est en 2022, puis là, des documentaires sur le paranormal, j'ai tout écouté les épisodes là dans les derniers jours. C'est intéressant quand même, survivre à la mort. Et là, ça fait voir aussi les développements scientifiques où on en est rendu aujourd'hui. Je me tiens entre autres à l'affût par rapport au développement des neurosciences pour démystifier certains phénomènes en relation avec la psyché de l'individu. Si on pense aux neurosciences pour démystifier le phénomène de la transe cognitive qui peut être vécu par les médiums, de démystifier aussi l'expérience qui est vécue par des gens qui pratiquent la méditation pleine conscience, etc. Donc ça, c'est au niveau intellectuel, cette démarche-là. Par contre, au niveau de mon vécu par rapport à ma source, eh bien, comme je lui répondais, c'est à toi de savoir par toi-même. Et c'est sûr que au fil des ans, je me suis référé à plein de monde, j'ai interviewé plein d'individus, mais les gens ne peuvent pas nous apporter une certitude qui va être totalement satisfaisante pour soi. Parce que si on se réfère à un élément extérieur à soi, à ce moment-là, on vit en fonction d'une... Si on centre notre attention sur une personne autre que soi pour savoir, on n'est pas dans le savoir. On peut discuter avec quelqu'un, puis oui, voir c'est quoi, par exemple, son point de vue sur la crise liée au virus, sur l'Ukraine, etc. Mais réaliser qu'en bout de piste, fondamentalement, la personne qui a à se positionner par rapport à soi, puis savoir qu'est-ce qui est réel ou non, c'est soi-même. Et ce que je dis aux gens, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la capsule aujourd'hui, ce qui est fondamental, ce qui va vous donner la paix de l'esprit, c'est d'assumer votre savoir. Et c'est pas évident. Donc, c'est sûr que c'est intéressant la personne qui m'a posé une question parce qu'il vivait du doute, parce que ça me confronte au doute que moi aussi je peux vivre. Et donc, c'est sûr que quelqu'un que je dis, apprends à t'écouter toi-même puis arrête de te référer aux autres, c'est sûr que la personne, elle peut se retourner vers une autre personne pour chercher une forme de confirmation. Puis l'autre, s'il veut jouer ce rôle-là, ça peut lui donner une satisfaction temporaire, mais ça lui donnera jamais la satisfaction totale parce que l'autre, à ce moment-là, peut lui présenter certaines choses, oui, mais éventuellement, il faut être soi-même dans le savoir, puis l'assumer totalement, et c'est pas évident. Premièrement, on n'est pas éduqué pour ça. En Occident, on est conditionné au niveau de l'apprentissage à l'école, lorsqu'on est jeune, à apprendre certains éléments par cœur. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont fait des cours d'histoire, donc dans mon jeune temps, il fallait apprendre par cœur quelle est la date où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, il fallait mémoriser la date. En quelle année a été fondée la ville de Québec? Ensuite, la ville de Montréal. Ensuite, on nous amenait à prendre certaines dates. Quelle est la date où a débuté la Première Guerre mondiale? Elle s'est terminée. Donc là, il faut se référer à des paramètres extérieurs, puis on donne de l'importance à ce type d'informations-là. Et là, il faut répondre à des questions dans le cadre d'examen pour donner les bonnes dates pour avoir des points. Donc, on est programmé, on est conditionné à tout le temps à se référer à l'extérieur. Puis moi-même, écoutez, je ne m'exclus pas de ça. Et ce que j'ai réalisé avec le temps pour me sortir du doute, c'est de monter dans un état d'opposition par rapport à l'esprit. Donc, ma contrepartie cosmique. Il y a des gens qui, c'est sûr, sur Internet, écoutez, si vous écoutez mes enregistrements, ce que je dis aux gens en passant, c'est de ne pas croire. Donc, ne me croyez pas. Vérifiez par vous-même si c'est réel ou pas. Et je vous invite d'en faire autant pour toute forme d'enregistrement qui est véhiculé. Surtout pour les propos qui sont tenus par les médias de masse. En lien avec la propagande de guerre qui se déroule présentement là, par rapport à qu'est-ce qui se passe là, en termes de conflit entre l'Ukraine et la Russie au moment où tenu ces propos, mais en lien avec la gestion de la crise par rapport au virus, qu'on nous dit qu'il y a une 6e vague, vérifiez tout par vous-même. C'est sûr, ça demande de l'énergie, mais en même temps, ce que je vous dirais, c'est que ça vous donne plus de satisfaction en vérifiant au niveau intérieur par rapport à vous-même.
Donc, de votre conscience. Et c'est sûr que je suis à un point, pour sortir du doute, en fait, ce qui m'aide à y arriver, et ça peut être le cas pour certaines personnes d'entre vous, c'est de trancher, de départager en montant en vibration dans une conscience oppositionnelle par rapport à l'esprit. Et en tant que Québécois, j'ai grandi au Québec et j'ai été exposé au langage de pouvoir des Québécois, donc les jurons. Ça donne une puissance vibratoire, ça a du mordant. Donc, autrement dit, quand on doute, ça peut être pour des raisons de programmation. Dans mon cas, moi, je suis Verseau ascendant Balance. Ce qui veut dire, c'est que dans mon côté Balance, je suis prédisposé au niveau astrologique à vivre de l'ambivalence, donc de l'hésitation en différents éléments. C'est sûr qu'en lien avec ça, vous serez sans doute pas surpris d'apprendre que mon gâteau préféré que j'aime manger, je vais leur faire de la publicité puis ça me fait plaisir, c'est par rapport à la chaîne au Québec IGA. Et le nom du gâteau, c'est l'Indécis, qui a 4 saveurs dedans. Donc, c'est un gâteau où il y a une saveur, il y a les fraises, ensuite il y a la vanille, il y a du chocolat aussi. Il y a comme 2 côtés au chocolat. Je dis 4, en réalité, il y en a 3. Là. C'est un gâteau de forme circulaire, mais il y a un quart de 4 gâteaux. C'est comme un gâteau qui en comporte 4... je dis 4 différents, c'est pas vrai, parce qu'il y a 2 pointes que c'est chocolat. Il y en a une qui est aux fraises, puis l'autre à vanille. Donc, ça, c'est mon caprice. J'en mange pas tous les jours, là. Mais, voyez-vous, mon sorte de gâteau préféré, si on me pose la question, on est obligé de répondre, c'est l'Indécis. Donc, le doute, je connais ça, je suis un spécialiste. Mais qu'est-ce qui m'aide à sortir du doute dans la vie? C'est de monter en vibration. Donc, autrement dit, on peut douter sur toutes sortes de choses, comme par exemple, cet été, est-ce que je vais faire un voyage de nouveau où je vais aller dans le bas du Saint-Laurent? Donc, d'un côté, je peux hésiter en disant, là, l'essence augmente, ça va me coûter plus cher pour l'essence, probablement que l'hôtel, ils vont augmenter les frais avec l'augmentation du coût de l'habitation. Ensuite, la nourriture, probablement que ça va coûter aussi plus cher, parce que si l'alimentation augmente, les restaurateurs risquent de refiler la facture aux clients, ce qui est tout à fait normal. Fait que tous ces frais-là, quand je regarde ça puis je réfléchis à ça, ça ne donne pas le goût. Mais je peux monter aussi en vibration en disant, est-ce que de goûter à l'éther, c'est-à-dire à l'environnement qui est associé, parce que souvent quand je vais dans le Bas-Saint-Laurent, j'aime beaucoup cet endroit du Québec, je vais aller me promener à Rimouski où ce que l'air salé. Même chose par rapport à Matane, et des fois je me rends jusqu'à Gaspé, marcher les pieds dans le sable, sur la plage. Est-ce que ça participe à ma santé? La réponse, c'est oui. Fait que là, je regarde comment que je vais gérer ça. Et je peux hésiter. Je peux dire, là, ça coûte cher, mais là, c'est agréable. Puis on peut dire, tabarnak, je vais faire le voyage. On peut monter en vibration puis trancher dans un élan énergétique en disant, un peu comme, se ramener à l'ordre en disant, ça va faire le petit niaisage, tabarnak, je vais-tu ou je vais pas? Je vais, Chris, je vais puis je réfléchis plus. Parce qu'on peut être pris dans des jeux de réflexion. Les jeux de réflexion sont très énergivores, sont très dévitalisants. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que la personne, je pense que je suis très satisfait, en fait, de la façon que j'y ai répondu. Parce que si j'y réponds, oui, tu es en contact avec ton double, puis la personne, elle n'apprend pas à reconnaître par elle-même, puis elle m'utilise comme point de référence, là, elle peut me réécrire 2 jours après, telle chose que j'ai dit, je suis en contact. Ensuite, une semaine après, je suis en contact. Moi, je veux pas jouer ce rôle-là avec les gens dans leur vie. Je veux pas servir à confirmer s'ils sont en contact ou non quand ils captent certaines choses. Je veux discuter avec les gens, oui, bénéficier de leur intelligence, mais je veux pas jouer ce rôle-là. Ça m'intéresse pas du tout. Puis l'idée de jouer ce rôle-là me mettrait en colère. Parce que, à quelque part, ça nourrit de la dépendance des gens envers ma personne et ce que je ne veux pas. Je veux que les gens soient autonomes. Je veux que les gens soient grands par eux-mêmes. J'ai beaucoup de l'amour pour les gens qui se conscientisent dans un esprit fraternel naturellement. Et ça, peu importe l'endroit qu'ils sont dans le monde. Que la personne soit en Ukraine, en Russie. Là, on cherche à
à diviser, là, parce que le Canada fait partie de l'OTAN, là, comme la France, en disant, ben là, les Ukrainiens, c'est les bons, puis les Russes, c'est les méchants par rapport au conflit en Ukraine. Donc, on cherche à créer de la polarité. Moi, je reste neutre par rapport à ça. Même chose pour l'histoire de l'injection. Donc, moi, je suis pro-choix. Je suis neutre par rapport à ça. Donc, moi, j'ai un esprit fraternel par rapport aux gens qui aient une dose, 2 doses. Donc, si les gens sont capables d'être parlables et peu importe leur statut lié à l'injection ou en lien avec ce qui se passe dans le conflit en Europe de l'Est, il faut dépasser ces catégories-là. Il faut aller au-delà de ça. Et je suis solidaire par rapport à tout individu sur la Terre qui se conscientise. Donc, par rapport à tout individu qui s'individualise, par rapport à tout individu qui a une volonté de respecter l'être humain d'une manière intégrale et de se respecter également. Donc, ça, je me le permets de le mentionner haut et fort. Et par rapport aux doutes, ce que je vous dirais, c'est intéressant, l'interaction que j'ai eue la personne, parce que ça m'a amené à me positionner moi-même par rapport aux doutes à l'égard de son questionnement. Donc, autrement dit, ça m'amène à m'affirmer. Et c'est sûr que, je vais être honnête avec vous, c'est chiant, c'est désagréable, parce que c'est souvent un refaire. Autrement dit, dans ma vie, un peu comme s'entraîner en salle. Donc, soulever des poids et haltères, des fois, j'aimerais ça que j'aurais à faire une bonne session d'entraînement qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie, où je soulève des poids avec les bras, aussi des charges avec les jambes, je fais des exercices pour les abdominaux, puis là, je sors de là, je suis en forme, j'ai de la vitalité, puis je me maintiendrai dans cet état-là à vie pour le reste de mon existence sur la Terre, avec un bon niveau de stimulation musculaire, une grande quantité de sécrétion d'endorphines dans mon cerveau, de rester dans cet état avec une joie très grande de vivre, qui est associée à cette hormone qui peut réduire l'anxiété, entre autres, ou l'atténuer. Donc, de vivre cet état de bien-être associé à l'activité physique, de maintenir dans cet état-là. Ben, c'est sûr que ça serait mon idéal, mais c'est à refaire. C'est comme se brosser les dents à chaque jour. C'est quelque chose qui est à refaire. Pourquoi? Ben, parce qu'on vit des oppositions dans la vie de tous les jours qui visent à nous amener à nous décentrer. Et c'est la même chose par rapport à doute. On est confronté à plein de personnes qui nous amènent à douter, à une civilisation où il y a beaucoup de désinformation. Fait que là, ça devient logique d'avoir un esprit critique. Et c'est la raison pour laquelle, avec le temps, ben, c'est toujours le même message en passant que je répète au fil de mes émissions, mais il est tellement fondamental, c'est-à-dire l'importance d'être à l'écoute de soi d'abord. Et je ne cesserai probablement jamais assez de le rementionner, que l'élément fondamental pour vivre un processus d'individuation de conscience et d'être bien dans sa peau, ben, c'est de s'écouter d'abord. Donc, j'invite tout le temps les gens à se rappeler à eux-mêmes, le rappel à soi. C'est très différent de l'oubli de soi qui a été promu et valorisé par la religion. Dans le temps du christianisme, on disait aux gens, là, oublie-toi pour faire plaisir aux autres, à l'image de Jésus qui s'est sacrifié sur la croix pour le salut de l'humanité. Et ça, c'est la programmation religieuse chrétienne, catholique, qui est promu pendant plusieurs décennies au Québec. Là, ça diminue avec la Révolution tranquille depuis 1960, mais tout de même, ça a imprégné la psyché du collectif québécois dont je suis issu. Et à un moment donné, je discutais avec une dame qui mentionnait, parce qu'elle avait fait un cours d'infirmière auxiliaire il y a plusieurs années, et que l'énoncé, le credo qui était associé aux infirmières auxiliaires, c'était s'oublier pour soulager. Et là, on parle pas d'une personne qui travaillait comme prostituée, là. Elle visait pas à soulager des hommes de tension sexuelle. C'était s'oublier, dans le sens pas penser à elle avec un orgueil, pour soulager les patients qui étaient malades. Mais on peut penser avec soi, non pas
avec un orgueil qui vise à nuire à autrui ou à dominer les autres, mais on peut penser à soi avec générosité, avec choix. Comme par exemple, je vous donne un exemple concret. Si je pense à moi adéquatement, puis je m'entraîne physiquement, et que ça me permet d'être bien dans ma peau, puis d'être dans un état physique qui me permet de marcher, d'être en forme, ben c'est bien. Puis de penser à moi comme ça, ben ça nuit pas aux gens en Ukraine ou les gens qui sont atteints du virus, ça leur enlève rien. Ça enlève rien à personne. Puis au contraire, ça se peut que je sois plus agréable parce que si je m'entraîne puis je suis en bonne santé, bien à ce moment-là, peut-être que je vais être plus sympathique quand je vais discuter avec quelqu'un sur la rue. Parce que dans le cerveau, la sécrétion massive d'endorphines relative à une activité physique de haute intensité va m'amener à être de meilleure humeur. C'est un petit peu comme l'orgasme. Quelqu'un qui pense à lui puis qui a des orgasmes régulièrement et que ça l'amène à être dans un état de détente, ben peut-être qu'il va être plus apte en tant qu'individu à faire preuve d'écoute active envers une autre personne, alors que la personne est sous tension au niveau sexuel et elle vit une forme de frustration parce qu'elle ne se permet pas de vivre l'orgasme seule ou accompagnée. Bon, ben peut-être que cette personne-là ne sera pas autant disponible à l'écoute, un peu comme quelqu'un qui a faim et qui pense juste à manger. Bon, ben il ne sera pas pleinement présent à l'autre, alors que la personne qui est bien alimentée ou la personne qui a bien joui ben, est plus disponible sur le plan psychique à écouter réellement ce que l'autre a à dire. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a du plaisir sexuel alors que c'était présenté par la religion catholique comme étant péché, donc la sexualité en dehors de la reproduction, donc avoir des enfants était vu comme une occasion de péché. Bon, ben c'est sûr que quelqu'un qui va concevoir plutôt la sexualité comme étant une possibilité d'amener un état d'être agréable à la personne qui favorise son épanouissement, et un peu comme le formulait le philosophe jovialiste André Moreau, de voir en l'orgasme une forme de thérapie, bien, à ce moment-là, ça révolutionne complètement son rapport à la sexualité. Donc, au lieu de voir ça comme étant quelque chose de sale, quelque chose de mauvais ou de tabou, ben, c'est sûr que la personne peut voir à travers sa capacité de jouer une façon de se ressourcer, une forme de fontaine de jouissance ou même de jouvence qui va être propice à sa vitalité à long terme, car après tout, j'entendais récemment dans le cadre d'un enregistrement que j'écoutais du docteur Frédéric Salman, qui a écrit de nombreux livres. Et donc là, je suis en train de lire son livre « La santé devant soi ». Bon, ben lui, il mentionne que par rapport à la sexualité, eh bien, selon des recherches, quelqu'un qui a 12 rapports sexuels par mois, ça lui permet de vivre 10 ans de plus. Donc, la sexualité serait favorable à la longévité. Et là, c'est sûr qu'il était question, 12 rapports sexuels, il ne parle pas de masturbation. C'est-à-dire que les rapports doivent impliquer un contact avec une autre personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est lors de l'activité sexuelle, un peu comme lors d'un massage, si la personne touche la peau d'une autre personne, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir la sécrétion massive de l'hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone qui est associée à l'attachement, une hormone qui est sécrétée, par exemple, lorsque une femme vient d'accoucher, elle est en contact avec l'enfant. Bon, ben l'hormone, l'ocytocine, va amener un état de calme, un état de bien-être. Et aussi, ça peut amener quelqu'un qui sécrétait beaucoup de l'hormone du cortisol qui est associé au stress à diminuer et que la sécrétion d'hormones d'ocytocine prenne le pas. Parce que quelqu'un qui sécrète beaucoup de l'hormone du cortisol, parce que la personne est peu touchée, la personne vit au niveau physique, vit du stress, de la tension, eh bien, si on en sécrète en grande quantité, ça peut amener une usure prématurée du corps physique. Donc, c'est intéressant d'étudier ce type de mécanisme. Donc là, c'est sûr que je voulais faire un enregistrement qui porte sur le doute et là, j'ouvre une parenthèse là, par rapport à ces éléments. Mais en passant, ce qui peut servir à neutraliser le doute, c'est de faire des vérifications au niveau empirique sur le plan physique par rapport à quelque chose. Tu sais, quelqu'un va dire à un autre, eh bien, tu pourrais pratiquer le jeûne intermittent.
c'est-à-dire passer environ 14 à 16 heures par jour à ne pas manger pour permettre à l'intestin de se vider totalement de la nourriture, de lui donner également une pause pour lui donner la chance de se refaire. Et à ce moment-là, que les cellules qui sont endommagées, voire défectueuses, voire même cancérigènes, soient à ce moment-là avalées, bouffées de l'intérieur par l'organisme. Donc, qui va se nourrir des cellules les plus fortes plus faibles, dans cette période pour amener un état de régénération de l'organisme. Donc, quelqu'un peut l'expérimenter. Moi, j'ai eu à expérimenter au fil du temps le jeûne, puis ça a donné des résultats agréables chez moi, dans le sens ça me donne plus de vitalité, d'énergie. Donc, une façon de faire faire au doute, c'est au niveau expérimental, au niveau d'un vécu. Donc, quelqu'un, ça lui dit quelque chose intérieurement. Bon, mais si la personne avait voir si c'est intelligent ou pas, elle fait un test de réalité. Donc, ça dit intérieurement, va parler avec telle personne, puis cette personne-là, tu vas avoir des informations pertinentes, tu vas trouver agréable la conversation que tu vas avoir. Bon, ben, si la personne va parler avec l'autre personne, puis elle a bel et bien une conversation agréable, ben, ça confirme l'impulsion interne qu'elle a eue d'aller communiquer avec elle, alors que ça se peut que ça lui dise intérieurement, va parler avec telle personne, puis l'autre, elle veut pas y parler ou elle est bête, puis elle est désagréable. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'impulsion interne dans ce cas-là n'était pas fondée. Et c'est sûr que tout ça est délicat par rapport à ce qui se passe dans la psyché, parce que si on part du principe lié à l'instruction supramentale qui a été véhiculée au Québec, entre autres, par Bernard de Montréal, en personne, avec des conférences qui, dans un premier temps, se sont données ici, sur le plan physique, donc notamment la ville de Montréal, eh bien, puis là aujourd'hui, ben, c'est partout à l'international, là, avec le web. Eh bien, une instruction supramentale, la base, puis j'y reviens souvent, c'est que la pensée vient d'ailleurs, puis il ne faut pas croire. Donc, il faut faire preuve d'esprit critique par rapport à toute forme de pensée. Puis pour savoir par soi-même, ben, il faut regarder la vibration. Qu'est-ce qui est le plus élevé derrière une pensée? Un agissement? Même chose par rapport à un lieu, même chose par rapport à des individus. Derrière tout élément qui constitue l'univers, il y a toujours une vibration qui est derrière, et il y a des différentiels énergétiques, il faut les observer. Et mes observations sont les suivantes. C'est que ce qu'on peut comprendre au niveau intuitif, au niveau de la perception vibratoire de l'énergie, nous permet d'aller beaucoup plus loin de qu'est-ce qu'on peut comprendre intellectuellement. Autrement dit, on pourrait passer des années à étudier qu'est-ce qui se passe en lien avec ce qu'on appelle la pandémie qui court depuis environ 2 ans. Même chose par rapport au conflit en Irak. Regardez les versions, la version russe, la version ukrainienne, pour essayer de départager l'information, pour voir c'est qui fait de la désinformation, à quel point, sur quel élément, etc. Ça demande beaucoup d'énergie. Travailler avec l'intellect, c'est plus énergivore que de travailler avec la vibration. Travailler avec la vibration, ça demande moins d'énergie et ça va plus directement droit au but, parce que ça fait référence à une dimension de nous-mêmes qui sait instantanément. Et comment accéder au savoir? Ben, c'est simple, c'est de s'écouter. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais s'écouter, c'est pas clair. Mais c'est sûr que c'est toujours abstrait parce que on parle de réalité énergétique en la définissant derrière des mots. Mais ce qui amène du concret, c'est un vécu par rapport à certaines perceptions internes. Et pour s'éduquer par rapport à ces perceptions internes, il faut une capacité d'introspection, c'est-à-dire voir à l'intérieur de soi-même, ce que certains appellent avoir une conscience intrapsychique. Donc, on peut vivre des perceptions psychiques par rapport à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour y arriver, ben, il faut être disponible à soi-même. Mais sinon, ce que je vous dirais, un bel adage qui existe d'ailleurs dans la philosophie du jovialiste André Moreau, je fais souvent référence à lui parce qu'écoutez, au fil du temps, j'ai été en contact avec différentes philosophies, que ce soit Friedrich Nietzsche, ensuite, que ce soit Socrate, que ce soit aussi Aristote.
Donc, j'ai étudié un petit peu différents philosophes, mais finalement, c'est le philosophe du Québec où je vis qui me rejoint plus. Donc, c'est pas les philosophes européens comme Arthur Schopenhauer ou Nietzsche ou Søren Kierkegaard. Non, c'est le philosophe québécois, et bon, jovialiste. Et ce que j'aime en réalité dans sa philosophie, c'est l'importance qui est donnée au bonheur, au plaisir. Il dit d'ailleurs que le plaisir est sagesse, à l'esprit de la fête et d'être heureux. Donc, et moi, ce qui m'intéresse présentement, c'est d'être heureux. Donc, faut agir en conséquence. Et pour ça, ben, je regarde qu'est-ce qui me rend heureux. Donc, est-ce que pratiquer le jeûne intermittent me rend heureux? C'est ce que je fais présentement à l'expérience. En fait, j'ai vécu des expériences dans les dernières semaines de jeûne et je vous dirais que ça m'amène une stimulation. Un peu comme quand je me trempe les pieds dans l'eau froide. Là, ça me procure en passant beaucoup de bonheur. Quelques minutes dans les pieds dans l'eau froide parce que ça active l'ensemble de mon métabolisme, de mon corps physique. Ça amène une stimulation. Et là, je réalise que ben finalement, c'est économique, hein, mettre les pieds dans une baignoire chez soi d'eau froide, on n'a pas besoin d'aller dans un spa. Mais c'est ça peut être agréable aussi d'aller dans un spa. Là, un exclut pas l'autre, là, naturellement. Mais le point que je veux faire par rapport à ça, c'est de vous dire, des fois, il y a des choses qui sont simples, parce que là, on est en période d'inflation, avec le coût de différents éléments de denrées, d'énergie qui augmentent. Bon, mais je regarde, tremper les pieds dans l'eau, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Pratiquer le jeûne, ben, ça me stimule. Ça me fait faire des économies sur le plan d'alimentation. Bon, ben, ça participe à mon bonheur. Et c'est comme repartir l'organisme. Donc, on peut faire un grand reset, une grande réinitialisation au niveau collectif, comme voudrait que ça ait lieu. Klaus Schwab, qui est l'un des dirigeants du Forum économique mondial, mais on peut se réinitialiser sur le plan biologique. C'est-à-dire se repartir sur le plan biologique en faisant un jeûne pour amener le corps physique à partir avec une autre vibration, une autre fréquence. Donc, j'ai fait des jeûnes de 24 heures. Le plus long que j'ai fait, ça a été 3 jours. Le but, c'est pas de me faire violence en passant par rapport au jeûne. C'est de me donner la chance de donner une pause au fonctionnement de mes organes internes, que ce soit les reins, que ce soit le foie, qui sont souvent sollicités. Mais pour en revenir au sujet que je veux aborder aujourd'hui, parce que là, je fais des parenthèses, comme vous voyez, qui vont dans plusieurs directions, c'est le doute. Et par rapport au doute, bien, moi, ce que je vois comme outil comme étant le plus puissant pour le neutraliser, c'est d'être tanné de douter, tabarnak, de donner le droit d'utiliser les jurons, le langage de pouvoir québécois. Si vous êtes en Europe, ben, vous avez votre juron, vos jurons aussi. Putain, bordel de merde. Mais moi, j'aime les jurons québécois. C'est une calice de cette tabarnak. Puis monter dans une vibration. C'est la montée en vibration qui permet de s'élever au-delà des pensées réflexives qui occasionnent le doute. Puis il y a des prédispositions de la personnalité. Tantôt, je faisais allusion aux signes astrologiques comme la balance. Mais ça peut être aussi par rapport à des gens qui sont perfectionnistes. Plus que vous allez être perfectionniste puis vouloir bien faire subjectivement en tant qu'ego, puis vous mettre de la pression à bien faire, et plus que vous risquez de douter. Le doute, c'est un petit peu au niveau psychologique le revers de la médaille du perfectionnisme. Donc, plus que la personne est perfectionniste, plus que de probabilité qu'elle va se mettre à douter par la suite. Pourquoi? Ben parce que plus que quelqu'un en tant qu'ego cherche la perfection avec un désir subjectif, avec une forme d'orgueil, et plus que la personne va, au niveau de la forme, vivre une forme d'attachement, puis de désir relatif à ce que la forme soit adéquate, qui peut l'amener à douter de la qualité de la forme qui est produite, parce que son désir de perfection va faire obstacle à sa capacité de communication ou l'amener, par exemple, à hésiter. Autrement dit, il faut prendre les choses mollo, il ne faut pas se mettre du stress à performance, il faut être capable de s'accueillir si on fait des erreurs, etc. Ça permet de diminuer la tension, puis le doute
qui en est le corollaire. Et aussi, comme je le disais, entre autres, là, je cite souvent André Moreau, je pourrais citer d'autres personnes aussi, là, remarqué, là, mais lui, il disait « Je préfère mes erreurs aux vérités des autres », dans le sens qu'il faut se choisir d'abord. Et comme il mentionnait, et je trouve que c'est tellement bien formulé, le seul choix qui ne nous dégrade pas, ne nous divise pas, il faisait référence à un célèbre adage philosophique, c'est le choix de soi comme absolu. Donc, se choisir comme point de référence, puis se tenir à ça. Puis de regarder puis de percevoir tous les éléments de votre environnement comme étant relatifs. Puis de vous voir comme étant l'endroit où est émis le savoir absolu, que vous pouvez pulser vibratoirement comme un rayonnement énergétique qui émane de votre psyché. Donc, voir le savoir comme étant le fruit d'une pulsation énergétique qui est en relation avec votre esprit de nature cosmique qui sait tout ce qu'il y a à savoir. Votre conscience, au-delà du corps physique, biologique, a accès à tout savoir. On est branché psychiquement par rapport à l'Internet que j'appelle psychique, ce que certains vont appeler le champ quantique. Donc, sur le plan physique, on peut être branché sur un Internet physique qui est relatif parce que, bon, on va retrouver des informations en relation avec des réalités planétaires, voire peut-être quelques satellites qui ont été envoyés dans l'espace. Mais l'Internet, le réseau, en fait, qui est beaucoup plus vaste et qui m'intéresse, c'est l'Internet psychique. Et ce qu'il faut réaliser d'assumer, c'est que le fait qu'on est branché depuis notre naissance, tabarnak, à ce réseau-là, 24 heures sur 24, mais il faut le reconnaître, il faut le voir. Puis il faut se donner le droit de surmonter le doute pour y accéder, parce que derrière le doute, un peu comme des nuages, ben il peut se cacher le soleil. Mais tant qu'on donne de l'importance au doute ou aux formes, on voit pas le principe qui est au-delà de ces éléments et qui est générateur de formes. Donc, oser être le générateur de forme dans votre vie, c'est de vivre l'esprit dans votre vie, c'est-à-dire une dimension créative de votre conscience. Et c'est ça que je veux vivre dans mon existence. Oui, je me suis intéressé à faire des lectures de livres récemment, ce qui m'amène à prendre en considération les autres, mais à chaque fois que j'évalue les éléments qui proviennent des autres, je me donne tout le temps le dernier mot. Dans le sens que, bon, dans les derniers jours, j'ai fait une capsule audio là-dessus, en lien avec la lecture que j'ai entamée du livre « La vie devant soi » du docteur Frédéric Salman, que je trouve très intéressant. Bon, il mentionne telle étude scientifique par rapport à telle chose, mais j'évalue tout le temps par rapport à moi-même, si j'entre en vibration avec ce qu'il propose pour favoriser la santé. Quand même qu'on parle qu'il y a plusieurs études scientifiques qui font la promotion des bienfaits, par exemple d'une réduction calorique de 30% pour augmenter la longévité d'un individu, pour éviter une usure prématurée. Parce qu'à chaque fois qu'on mange, bon, ben, ce qui arrive, c'est que les mitochondries qui servent un peu comme des centrales énergétiques à produire l'énergie dans nos cellules vont rejeter ce qu'on appelle des radicaux libres qui peuvent être comparables à de la rouille qui va être engendrée par ces éléments qui sont rejetés comme sur la surface d'un véhicule automobile. Donc, plus que les mitochondries sont actives parce qu'on mange de la nourriture et qu'ils vont la processer, donc la traiter, plus que ça va engendrer des radicaux libres, puis plus qu'un servicieux, parce que plus que de radicaux libres, et plus que ça amène l'usure des cellules, et c'est ça qui amène le processus de vieillissement. Donc, une mécanique qui se rapporte au fait que, j'aimais bien Frédéric Salman quand il disait l'être humain, il y a une obsolescence programmée en relation avec la dimension biologique ou un peu à l'image d'une batterie, ben plus qu'on l'utilise, plus qu'elle va perdre en son efficacité. Bon, ça c'est un niveau. Mais je regarde toujours les choses avec ma conscience. Et j'ai la conviction fondamentale que le corps biologique, oui, peut être programmé pour une durée de vie, par exemple, maximale de 120 ans, comme l'affirment certains scientifiques de l'époque actuelle, mais j'ai toujours la conviction fondamentale que le corps est constitué d'énergie et que l'énergie est infinie. Donc, éventuellement, le corps biologique pourrait être à l'image de l'énergie, c'est-à-dire être éternel. Par contre, c'est pas qui devient éternel, qui veut, mais qui peut. Puis encore là, est-ce que l'éternité sur le plan biologique est souhaitable? En ce sens que j'ai eu une discussion récemment avec une personne qui travaille avec des personnes âgées en résidence. Et elle, ce qu'elle me mentionnait,
Bon, ben, elle dit qu'elle a déjà rencontré quelqu'un qui avait 120 ans. Mais parce que tu sais, je lui parlais que bon, selon Frédéric Salman, quelqu'un qui meurt avant 120 ans, c'est une mort qui est prématurée par rapport à la durée de vie potentielle de son corps biologique. Donc, autrement dit, elle, ce qu'elle me disait, ben c'est bien beau de dire ça. Par contre, la personne qui a 120 ans, qu'elle avait parlé, cette personne-là, ce qui arrivait, c'est qu'elle avait un enfant qui était elle-même en résidence de personnes âgées. Donc là, ça devient drôle, hein? Tu as le parent puis tu as l'enfant en résidence de personnes âgées. Et cette personne-là était confrontée, bien, c'est sûr, aux membres de sa famille plus âgés qu'elle qui sont décédés depuis longtemps. Ensuite, de ses amis qui sont décédés. Et plusieurs connaissances aussi. Donc, la personne, plus qu'elle avance en âge, eh bien, les gens du même groupe d'âge qu'elle a connu alors qu'elle était plus jeune, ben, ils sont pas mal tous morts, là. Surtout à 120 ans. Donc, la personne se ramasse plus seule. Puis la question à se poser, est-ce que la personne rendue à 120 ans est capable de se renouveler en nouant des amitiés avec des gens qui sont plus jeunes, 90 ans, 80 ans, et ainsi de suite? Donc, et ensuite, est-ce qu'elle est capable d'assumer aussi la solitude? Le fait qu'elle appartient à un groupe d'âge que la plupart des gens sont décédés et d'être capable de vivre avec ça. Donc, ça prend une grande capacité d'individuation parce que là, la personne, il faut qu'elle sorte d'un groupe collectif. C'est sûr, quand la personne elle a 40 ans, d'avoir des amis qui ont 40 ans, qui appartiennent à la même cohorte, le même groupe d'âge, c'est facile. Par contre, rendu à 120 ans, les gens qui ont atteint cet âge-là, ça ne court pas les rues. Mais c'est un petit peu comme les gens qui vivent de la conscience supramentale ou la conscience vibratoire ou la haute spiritualité, encore là, c'est discutable. Là, il y en a beaucoup, plus que les gens en conscience supramentale qui ont accès à un état vibratoire particulier. Mais bref, les gens qui vivent la conscience supramentale, un peu comme les gens qui vivent à 120 ans, ça ne court pas les rues. Vous n'allez pas en voir à tous les coins de rue, ce qui veut dire que les premières personnes qui vivent ça doivent être extrêmement individuées. Doivent être capables de soutenir psychiquement leur individualité, parce que sinon, ben, ils vont se sentir différents des autres, ça peut les amener à se sentir dépressifs, à se sentir marginalisés et à souffrir de ça. Tant que la personne réfléchit du fait qu'elle n'a pas le même niveau vibratoire que les gens de son environnement, ben, ça l'expose à de la souffrance, puis plus qu'elle s'individualise, puis plus qu'elle assume le fait qu'elle est différente des autres, puis plus qu'elle peut vivre de la souffrance. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas supportée par le collectif. Tant que la personne cherche à être confirmée par autrui, c'est sûr qu'elle va douter. En fait, ce qui est intéressant, puis là, c'est là que c'est intéressant de parler, et que l'énergie vient, puis le savoir, en le parlant en haute voix. D'ailleurs, quelqu'un qui vit du doute pour le neutraliser, posez-vous la question à voix haute. Es-tu intelligent? Si vous doutez de faire un achat de maison, un achat d'auto, un achat n'importe quoi de significatif pour vous, de voyage, vous pouvez, pour faire face au doute, poser la question à voix haute. Es-tu intelligent de faire cet achat-là? Oui ou non? Puis de regarder la vibration, si ça émerge plus du côté oui, du côté non. Donc, ça, c'est une façon de procéder pour neutraliser le doute. Et pour neutraliser le doute, fondamentalement, il faut être libre de la conscience collective, de la programmation sociale, puis de s'assumer totalement en disant, ben, si moi, sur la rue, chez moi, je suis seul à pratiquer le jeûne, puis il n'y en a pas une personne dans mon quartier qui s'intéresse au supramental, puis moi, ça m'intéresse, ben, je continue à écouter mes enregistrements pareils, puis à écouter le jeûne pareil, puis je m'en fous. Autrement dit, il faut un détachement du collectif pour surmonter le doute. Donc, il faut être libre des égrégores collectifs, des structures énergétiques qui nous lient à des collectifs, que ce soit une société, à une culture, à une morale, à un parti politique, par la suite à des croyances religieuses, des croyances sanitaires, des croyances liées au changement climatique, qui sont véhiculées par les médias, un paquet de choses. Pour être libre du doute, en fait, il faut s'assumer totalement, puis à quelque part, souvent, ça vient avec la saturation de la souffrance puis le désir d'ego de s'appuyer sur des sources extérieures à lui pour savoir. Quand tu es tanné de chercher, tu cherches plus, Chris, t'arrêtes, tu prends une pause, puis tu définis par toi-même ce qui est réel. Puis là, les gens peuvent se faire récupérer par la peur en disant, ben oui, mais si ma source a fait une erreur ou elle m'a induit en erreur, ben ça peut arriver.
On peut être manipulé par l'astral, on peut être manipulé par les gens de l'environnement, on peut être manipulé par notre propre source. Bon, ben, si on voit qu'une erreur, on la conteste, c'est tout. On la reconnaît, puis c'est de se réajuster, autrement dit. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport au doute? Ben, ce que je vous dirais, c'est que le doute, on peut l'étudier à un moment de sa vie. Il y a quelques années, probablement que c'est pour ça que j'ai donné la date en début d'enregistrement. Probablement que j'ai déjà fait un enregistrement. J'en ai fait plusieurs centaines. J'en ai fait au-dessus de 500. À un moment donné, je me rappelle plus tous les sujets qui ont été abordés au fil de mes enregistrements. Mais il me semble que j'ai déjà étudié le doute il y a plusieurs années. Puis là, je revisite ce sujet-là. Puis peut-être je vais le revisiter dans 20 ans, dans 30 ans. Pourquoi? Parce que sur le plan planétaire, dans le cercle médiatique et la cacophonie d'informations qui vont dans toutes les directions auxquelles je suis exposé, c'est sûr que tous ces éléments-là peuvent me pousser au doute. Puis on peut se libérer du doute à un moment donné, puis on est confronté à d'autres informations le lendemain qui visent à nous amener à douter. Puis là, avec la surabondance d'informations qu'on retrouve sur l'Internet, on a les médias officiels, les lanceurs d'alerte, la multiplication des chaînes aussi à télévision. Tout ça fait en sorte que il y a plein de sources contradictoires qui cherchent à nous abreuver d'informations et chacune d'entre elles, vous voyez, je me réajuste, il y en a plusieurs d'entre elles qui vont se présenter à nous comme étant dans la vérité. Et là, il y en a une qui dit quelque chose, puis elle est dans la vérité. On a la propagande russe, puis eux autres, ils nous présentent les choses comme s'ils sont dans la vérité. Même chose pour la propagande pro-ukrainienne. Bon, chacun se présente comme étant dans la vérité, puis l'autre partie opposée comme étant dans le mensonge par rapport à un jeu de polarisation. Il faut tout le temps trancher par soi-même. On est confronté à plein d'informations contradictoires. Et le discernement et l'intelligence se développent en faisant face aux doutes et aux contradictions de nature informationnelle auxquelles on est exposé sur une base journalière. Autrement dit, la capacité de neutraliser le doute se construit à mesure qu'on est capable de composer avec la pollution ambiante planétaire qu'on connaît dans le contexte contemporain. Donc, autrement dit, à force d'être exposé à de la pollution, un peu comme certaines bactéries, ben ça se peut qu'on développe une forme de résistance. Un peu comme des bactéries qui sont exposées là, à des virus ou même des anticorps, peu importe. Donc, autrement dit, à force d'être exposé à des informations, cela amène l'être humain à réaliser l'importance de s'abreuver directement à sa propre source, de s'informer par lui-même. Ouais. Donc, dans un sens, désinformer continuellement par les médias officiels ou régulièrement, en fait, que ce soit les médias officiels ou les médias alternatifs, ont une fonction. Ça nous amène à se savoir indirectement parce que si on se réfère tout le temps aux autres, on risque d'être déçu. Ou si on attend après eux pour avoir la vérité, on risque d'attendre longtemps. Puis en réalisant que la vérité, c'est une construction. Comme la réalité qu'on perçoit, il y a une dimension intersubjective par rapport à des consensus relatifs à des formes qui nous amènent à croire certaines choses plutôt que d'autres ou de donner de l'importance. En réalisant toutes ces variables-là, on apprend à s'écouter. Et on peut œuvrer de différentes façons face à toute cette désinformation-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont utiliser le pendule, puis ils vont poser la question au pendule, oui ou non, par rapport à telle chose, ou ils vont faire des vérifications par rapport à des niveaux énergétiques, donc en fonction des conventions. Donc c'est sûr que si la source du pendule, si la personne elle-même au niveau cosmique, au niveau de son ressenti fondamental, par rapport à l'ensemble de ce qui existe sur le plan universel, c'est intéressant. Par contre, si la personne au niveau du pendule, elle invoque un ange, ou elle invoque Jésus, ou une source extérieure à elle, ou une entité en fait, ou quelque chose qui est une force transcendante, etc., là, c'est sûr qu'elle peut être influencée par l'entité qu'elle va canaliser avec le pendule pour avoir accès à des informations. Donc, ça la place en zone de vulnérabilité. Donc, si je regarde le doute pour compléter l'enregistrement, parce que sans l'ombre d'un doute, à un moment donné, il faut conclure, parce que là, ça fait plusieurs minutes que je parle. Eh bien, ce que je vous dirais,
c'est pour triompher du doute, faut pas avoir peur de la fou. Autrement dit, on sait des fois des choses par soi-même. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Méfiez-vous de votre première impression car c'est généralement la bonne ». Donc, intuitivement, avant que l'intellect embarque, le néocortex, parce que notre cerveau, il y a plusieurs aspects. Bon, ben avant que le néocortex, spontanément, un claquement de doigts, si vous réfléchissez pas puis vous posez une question à voix haute, c'est quoi qui émerge? Avec les années, là, parce que là, je suis rendu à 41 ans, je commence à avoir un petit peu des cheveux blancs, là. Mais je bénis la qualité de mes cheveux, puis je mets du nioxin. Fait que je m'organise pour m'avantager, parce que je connaissais un petit peu sur les tempes là, des pertes de cheveux. Donc, c'est sûr, comme certains hommes là qui commencent à la fin de la trentaine, bon, des fois début de quarantaine, avoir un petit peu de calvitie. Bon, ben, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je visualise mentalement que mes cheveux se renouvellent, qu'ils poussent, qu'ils sont en santé. Ça, c'est l'aspect visualisation créatrice. Puis en plus, je vais masser le crâne avec des mouvements réguliers de mes doigts pour stimuler les ondes du cuir chevelu ou que je vois que les tiges des cheveux peuvent devenir plus faibles. Donc, vis-à-vis la démarcation des tempes là, sur le crâne, là, en haut du front. Tout en appliquant le produit Nioxin que je mets là, en lien avec ça. Nioxin, je le mets un lavage là, une fois par semaine habituellement, les 2 autres fois en alternance. Souvent, des fois, ça dépend des semaines. Là, je vais varier le nombre de fois que je vais me laver. Là. C'est pas une manière rigide, mais je l'utilise au moins une fois par semaine, le Nioxin. Des fois, je peux faire une rotation avec d'autres shampoings ou même pas de shampoing. Mais bref, j'utilise ça. Ça, c'est par rapport aux cheveux. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. C'est de s'écouter d'abord par rapport aux intuitions fondamentales qu'on a, en évitant qu'elle soit trafiquée par l'intellect. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a l'information, mais on veut pas entendre, parce que en tant qu'égo, on est complaisant. À un moment donné, c'est sûr que pour être honnête avec vous, il y avait un beau livre avec des belles images par rapport à des traitements énergétiques, et ça me dit intérieurement par rapport au livre, achète pas ça, tu les feras pas, les exercices en lien avec ça, puis non, même si c'est très beau, etc. Et je me suis laissé séduire, parce que le livre était très beau, il coûtait environ 50$, je l'ai acheté pareil. Et par rapport à ça, les semaines ont passé, puis finalement, le livre, je le regardais en diagonale, puis j'ai été le porter là, au comptoir des infortunés, je m'en suis départi. Tout ça pour vous dire que l'intuition fondamentale, je le savais, mais j'ai pas écouté. Pourquoi? J'avais encore de l'orgueil. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir de l'orgueil. Mais tout est là. Il suffit de voir, il suffit d'être présent. Et moi, c'est ça mon message individualiste. Et des gens qui peuvent trouver ça particulier au fait de mes enregistrements, c'est croyez pas qu'est-ce que je dis, écoutez-vous d'abord, puis soyez dans l'attitude du rappel de soi. Rappelez-vous à vous-même, au lieu d'être dans l'oubli de soi, là, comme on a fait la promotion là, pendant plusieurs millénaires. Après 2 millénaires de christianisme, on fait la promotion de l'oubli de soi, puis on se ramasse avec plein de monde dans des états dépressifs, dans des états d'ignorance, dans des états d'inconscience. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir la démence en avançant en âge, de l'Alzheimer, où ils se rappellent plus qui sont. Puis là, on se ramasse avec des personnes âgées qui vont faire des fugues dans des résidences de personnes âgées parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font dans les résidences, ils la reconnaissent pas, etc. Ben là, écoutez, le rappel de soi, ou devrais-je dire l'écoute de soi fondamentale, est quelque chose sur lequel, à mon avis, je ne mettrai jamais assez l'emphase. Et pour neutraliser le doute fondamentalement, et là je conclus, là c'est vrai, là, je vais arrêter de parler, c'est sûr que j'aime ça parler, mais à un moment donné, là, après presque 1 heure, il faut conclure. Hein? Pour neutraliser le doute fondamentalement, c'est écoutez-vous d'abord, par amour et par respect par vous-même. Et c'est là que vous allez avoir de l'énergie. Parce que si quelqu'un cherche à se rassurer avec un autre, qui met sur un piédestal pour neutraliser le doute, peut-être que temporairement, il va être satisfait de sa réponse. Mais là, il va y avoir un autre maître spirituel qui va dire autre chose. Puis là, il va se mettre à douter du premier maître spirituel. Puis là, c'est en contact avec une autre source, que ce soit quelqu'un qui canalise des extraterrestres, un médium, etc., il va peut-être douter des autres sources. Puis là, il va douter de plein d'autres sources à l'extérieur de lui-même. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il réalise que il faut entrer dans sa source
puis parler, puis de se supporter dans le vide, mais c'est pas évident parce que toute notre éducation puis notre programmation religieuse judéo-chrétienne va pas dans ce sens-là. Il faut ramer à contre-courant et se maintenir dans un mouvement d'émancipation individuelle. Puis oser faire des choses qui peuvent avoir l'air ridicules aux yeux des autres. Donc, moi, je fais des enregistrements où je vise à utiliser ma volonté et de projeter l'énergie que je canalise à travers ma parole pour faire actualiser des choses dans ma vie. Par rapport à ça, je vais bénir ma santé. Je vais ordonner des plans de la lumière, que mon corps soit dans une santé totale. Ensuite, je vais demander au plan de la lumière qui s'organise pour que ça aille bien sur le plan de mes finances. Présentement, on a l'augmentation du coût de l'essence, le coût pour se déplacer, du coût de la nourriture, qui en est le corollaire. Hein? Ça coûte plus cher pour déplacer les aliments en camion. À ce moment-là, les aliments ou les objets qu'on achète dans les magasins vont coûter plus cher aussi à cause des coûts de transport qui augmentent. Ensuite, il y a l'augmentation que j'ai entendu parler à radio d'Hydro-Québec ici, qui alimente mon logement en énergie. Bon, toutes ces augmentations-là d'énergie, en fait, toutes des augmentations d'argent, je vais un peu vite, mais de l'argent pour moi, c'est quoi? C'est de l'énergie. Écoutez, en lien avec tout ça, puis vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, donc en lien avec tout ça. Mais moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est que j'ordonne à mon esprit, qui est ma contrepartie cosmique, de s'organiser pour que ma vie soit riche et abondante. Et que de par ces moyens, qu'en tant qu'égo, je ne soupçonne pas, qui s'organise pour que je vive une vie qui est agréable, que j'ai accès à tous les éléments qui me permettent de répondre adéquatement à mes besoins dans mon quotidien. Voilà, en dépit de l'augmentation du coût de la vie puis tout ça, là, je décrète aux forces, parce que éventuellement, on a eu les gens dans la santé publique au Québec qui ont fait des décrets pendant la crise sanitaire. Ils décrètent le couvre-feu, ils décrètent le corps du masque. Si eux autres sont capables de faire ça, moi aussi. C'est un petit peu comme la bénédiction. Si les prêtres ou le pape est capable de bénir, pourquoi pas moi? Et il y a des gens qui vont dire que c'est sacrilège parce que tu n'es pas consacré par les autorités représentant Dieu sur la terre, c'est-à-dire la hiérarchie religieuse associée à une religion organisée. Mais moi, je me prétends en tant qu'individu comme étant au-delà des systèmes qui visent à réguler les comportements. Parce que être soumis à un système fait en sorte qu'à quelque part, on ne vit pas de sa propre source. Et notre source en tant qu'esprit pur, en tant qu'énergie fondamentale, est au-delà des systèmes. Et c'est lui qui orchestre un vécu systématique et expérientiel dans notre quotidien. Et moi, c'est sûr, dans mon rapport à l'esprit, je me gêne pas pour le contester. Avec énergie, avec vitalité, tout en me permettant de m'adresser aux êtres humains, aux gens qui m'écoutent avec grande courtoisie, avec diplomatie, avec respect, dans un esprit fraternel. Moi, écoutez, en tant qu'individu, je suis très solidaire de tous les gens qui m'écoutent et qui ont une volonté de s'individuer, ont une volonté d'être bien dans la peau, ont une volonté d'agir concrètement en fonction de ce qu'ils veulent s'actualiser dans leur vie, car c'est une bonne chose, par exemple, de vouloir être en santé, mais c'en est une meilleure d'agir concrètement dans sa vie de tous les jours. Pour certaines personnes, ça va être de faire de l'activité physique. Moi-même, je m'engage à faire de l'activité physique, je vais faire du jogging, de la marche à l'extérieur, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, il ne faut pas rien faire pour les autres, il faut s'engager par rapport à soi, en fonction de qu'est-ce qu'on veut. Et c'est là l'essence de la démarche individualiste auquel je donne de l'importance. Et bon, là, c'est vrai, je conclus, j'aime ça parler aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut finir par finir. Donc, écoutez, en terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des contributions financières au fil des semaines, au fil des années. Donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à vous. Et j'ai aussi de la gratitude par rapport aux gens
qui m'ont envoyé des pouces par le haut. Donc, c'est sûr que par rapport aux vidéos que je produis, entre autres sur YouTube, eh bien, c'est possible de mettre un pouce élevé ou par en bas. Fait que les gens qui apprécient mes vidéos, ben, c'est sûr que j'ai de la gratitude par rapport à vous. Et c'est sûr que on peut demander des choses, mais on peut être aussi dans l'esprit de la gratitude qui donne une satisfaction personnelle par rapport à certaines choses de la vie. Parce que si on pense tout le temps en fonction de qu'est-ce qu'on veut, on est dans la projection du désir. Et c'est bien de vouloir des choses. Pour moi, c'est totalement légitime d'avoir une belle santé physique, une santé financière aussi. C'est très fondamental pour pouvoir jouir de la vie dans un contexte comme on le connaît, dans une société occidentale où le coût de la vie augmente et où on nous dit qu'on est en pandémie. Mais fondamentalement aussi, il faut être capable d'être dans l'esprit de la gratitude. Au moment où je vous parle, je suis au Québec, il y a un très beau soleil à l'extérieur. Et après avoir fait cette capsule audio, là, je m'apprête à aller prendre une marche, tout en ayant l'intention de conscience que lorsque je suis dehors et que ma peau reçoit les rayons du soleil, eh bien, je visualise mentalement qu'elle est nourrie par l'énergie solaire et que je code sur le plan énergétique une intention relative à une alimentation de mon corps biologique par l'énergie solaire pour favoriser la réceptivité de mon corps à l'énergie solaire. Et je vous salue et écoutez, s'il y en a qui ont envie de me faire parvenir une contribution financière, vous êtes bienvenus pour le faire. Vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Sinon, je vous dis à bientôt et merci de votre écoute et au revoir.